Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Catherine la Psy. Avant de démarrer, on voulait partager un petit truc avec vous. On est hyper touchés par ce qui s'est passé ces derniers mois. On avait quitté Instagram en mars, un relativement gros compte, 100 000 personnes quand même, et on savait pas du tout si notre activité allait tenir le coup après ça. On adore faire des vidéos YouTube, la lettre psy et les podcasts, mais c'est quand même un gros investissement, et comme on ne fait ni partenariat ni contenu sponsorisé, eh bien on n'a que la vente de nos ateliers pour se rémunérer. Et il y avait donc pour nous un vrai suspense à sortir un nouvel atelier sans l'aide de la visibilité d'Instagram. Et ces dernières semaines, pour le lancement de notre nouvel atelier sur l'estime de soi, vous avez été vraiment au rendez-vous, mais vraiment quoi. C'est le meilleur lancement d'atelier en ligne qu'on ait eu depuis le début de Catherine la Psy. C'est incroyable et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci sincèrement parce que grâce à ces ventes, qui sont notre seule source de revenus sur Catherine la Psy, on peut continuer notre aventure même sans Instagram. Et ça nous fait plaisir. Alors l'atelier sur l'estime de soi est sorti et vous pouvez découvrir le thème en téléchargeant gratuitement le pack estime de soi dont vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Et je précise, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, qu'on a une activité en cabinet, Fabien et moi, mais pour faire tout le contenu gratuit qu'on fait sur internet, on a besoin d'avoir des journées sans patients. Et ces journées-là, il faut bien les rémunérer de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'on crée des ateliers et qu'on les met en vente ensuite. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. On est Catherine et Fabien, quelque part en backup. Et moi, je suis psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatologie, en EMDR et notamment thérapie des schémas et thérapie centrée sur les émotions. Et Fabien, lui, est psychopraticien et il est spécialisé en hypnose et en thérapie mosaïque. Sur cette chaîne, on parle de psychologie, de psychothérapie, de santé mentale, mais sous un angle à la fois scientifique et vivant. Donc ici, c'est pas vraiment une chaîne de vulgarisation pure et dure, ni une chaîne de développement personnel, c'est plutôt un espace où on essaye de réfléchir ensemble, d'échanger, de débattre parfois autour des sujets qui touchent à la psychologie et la psychopathologie, et vraiment avec un angle scientifique, ça c'est très important pour nous. Et puis souvent, on parle de nos lectures, de nos expériences cliniques aussi, ou des questions que vous nous envoyez. Alors, passons au vif du sujet d'aujourd'hui. On va faire le point sur nos dernières lectures psy, et ici on appelle ça le psychobook. Donc si vous ne connaissez pas encore le principe, les psychobooks, ce sont des lectures communes qu'on propose tous les 2 mois. Alors vous avez le nom des livres soit sur le groupe Discord, qui est réservé à nos clients et clientes, soit dans la lettre psy, donc qui est notre newsletter et qui paraît tous les 15 jours. Et en ce moment, on lit le manuel du bipolaire de Martin Desailles, Nader Perrou et Bernadette Grosjean. Et donc c'est le psychobook pour décembre et janvier. Le psychobook, donc comme je disais, c'est un moment pour lire ensemble un ouvrage en lien avec la psychologie et la psychothérapie bien sûr, et parfois très scientifique, parfois plus narratif, et ensuite on vient en discuter ici sur la chaîne et vous pouvez réagir en commentaire. C'est un format qu'on aime beaucoup parce qu'il permet à la fois d'explorer des idées nouvelles et de sortir un peu de la routine du travail clinique quand on est professionnel de l'accompagnement, mais ce sont aussi des livres qui peuvent vous intéresser même si vous n'êtes pas professionnel de la question. Et vous pouvez retrouver toutes les chroniques de livres déjà faites dans la playlist Psychobook de la chaîne. Alors ce livre, je l'avais dans ma bibliothèque depuis un moment, donc cette fois, je vous ai pas fait voter, contrairement à d'habitude. Je l'ai choisi de manière arbitraire. Donc vous pouvez nous rejoindre si vous voulez le lire avec moi sur décembre et janvier. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les 3 derniers psychobooks, même si là vous en voyez un peu plus, et sur 2 autres livres, donc c'est pour ça qu'il y en a plus, que j'ai lus en parallèle et que j'ai envie de vous partager. Alors certains de ces livres sont un peu techniques, donc vous verrez s'ils peuvent vous convenir ou pas si vous n'êtes pas professionnel de l'accompagnement. Alors on va reprendre tout ça dans l'ordre chronologique, comme toujours, pour voir un peu le fil rouge qui s'en dégage, parce qu'il y en a un, même si c'était pas volontaire. Le psychobook de mai-juin 2025. Alors le psychobook de mai-juin, c'était la psychothérapie centrée sur les émotions de Leslie Greenberg, Rhonda Goldman et Jeanne Watson. Alors c'est rigolo parce que justement, en ce moment, je suis en formation en TCE pour les couples et on parlait justement de Leslie Greenberg et Rhonda Goldman. Alors c'est un livre qui décrit en profondeur vraiment l'approche de thérapie centrée sur les émotions, la TCE. Alors on dit en anglais EFT, mais c'est pas la même EFT que celle que vous connaissez en France. Là c'est vraiment Emotional Focused Therapy, donc thérapie centrée émotion. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la TCE c'est une approche que j'ai commencé à explorer il y a quelques années, après avoir lu dans un ouvrage sur l'évaluation des psychothérapies que c'était l'une des approches qui disposait du plus haut niveau de preuves scientifiques. Et évidemment, vous me connaissez, ça avait tout de suite piqué ma curiosité parce que, comme vous le savez, j'aime quand les approches thérapeutiques ne se contentent pas d'intuition mais s'appuient aussi sur des travaux de recherche. Alors, qu'est-ce que vaut ce livre par rapport à la formation à la TCE ? Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs livres de psychologie que j'ai lu depuis longtemps. Oui, tout à fait. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis. Par exemple, ma copine Aurore de Glee Factory, coucou Aurore si tu passes par là, elle m'avait dit elle l'a trouvé trop technique et elle a pas trop aimé ce bouquin. Et c'est vrai, je peux pas dire le contraire, il est technique. Mais c'est justement ce que moi j'ai aimé de mon côté, mon petit côté un petit peu obsessionnel quoi. Le livre en fait il reprend les bases de la TCE avec
énormément de rigueur et il cite des sources à chaque étape. Bon, et vous savez que plus il y a de sources, plus je suis contente moi. Vous voyez, vous avez des pages et des pages comme ça avec la liste des sources scientifiques de chaque chapitre. On y retrouve les fondements théoriques, les résultats de recherche clinique, mais aussi la manière dont les auteurs conçoivent le changement émotionnel. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que le ton reste humble. On ne présente pas des vérités, mais des hypothèses, des pistes de compréhension. Et c'est quelque chose que je trouve personnellement qui manque parfois dans certaines approches thérapeutiques, à mon sens en tout cas, où tout est énoncé comme une vérité universelle. Et ça, vraiment, ça a le don de m'énerver, je dois dire. Alors le livre revient aussi sur l'histoire de la TCE, ses racines dans les approches humanistes et la façon dont elle s'est différenciée d'autres approches au fil du temps. Et il y a un passage que j'ai trouvé très clair sur les distinctions entre les émotions primaires et les émotions secondaires, qui sont des concepts centraux en TCE, et surtout sur la manière dont on travaille avec chacune d'entre elles en thérapie. Il y a aussi une partie très concrète sur les tâches thérapeutiques, ça veut dire les séquences d'intervention qui sont propres à la TCE, qu'on pourrait presque comparer à des protocoles par exemple, même si dans l'esprit de la TCE c'est beaucoup plus souple qu'un protocole de MDR. Donc pour moi ça c'est un livre à la fois complet, technique, mais aussi étonnamment modeste dans sa posture scientifique. Il ne cherche pas à convaincre à tout prix, mais à expliquer, à montrer comment cette approche s'est construite et dans quel contexte elle peut être utile. Bref, si vous êtes psychothérapeute, psychologue, psychopraticien, psychopraticienne ou simplement intéressé par le travail sur les émotions, c'est un ouvrage que je vous recommande vraiment. Et pour celles et ceux qui me poseront la question, parce que je la reçois à chaque fois, si vous souhaitez vous former à la TCE, le seul organisme reconnu en France, c'est l'IFTCE, je vous laisse aller faire vos recherches. En tout cas, c'est là que j'ai suivi ma formation, et c'est aujourd'hui la seule référence officielle pour cette approche. Et d'ailleurs, on a invité Denise, qui dirige cet institut, dans un podcast qui va sortir bientôt. Donc si vous voulez en savoir plus sur la TCE, abonnez-vous à la chaîne, au podcast ou à la lettre psy. Alors la lettre psy justement, Fabien m'a dit que j'allais oublier de vous en parler. Avant qu'on continue donc sur le deuxième livre, il m'a préparé un petit script pour vous, et il faut que je vous en parle maintenant. La lettre psy, donc c'est un email que j'écris avec Fabien, qui coanime cette chaîne avec moi. On l'envoie toutes les 2 semaines avec 3 articles exclusifs et une citation commentée, c'est un vrai petit magazine en fait. C'est marrant parce que là je suis en train de lire mon script et c'est vraiment écrit à la façon de Fabien. Je vais essayer de vous faire Fabien. Alors, on parle de quoi ? On parle de notre pratique en cabinet, d'études scientifiques, mais aussi de conseils de livres, films, et tout ça en lien avec la psychologie et la psychothérapie. C'est donc une mine d'informations pour comprendre notre psychologie et le monde de la psychothérapie. Bon, je reprends mon style. Lettre psy, en tout cas, ce sont des contenus qui sont toujours sourcés et nuancés et qui vous permettent d'y voir plus clair que vous soyez un ou une professionnelle de la santé mentale ou tout simplement quelqu'un d'intéressé de comprendre le monde psy. Et puis dans la lettre psy, vous allez retrouver aussi toutes nos sorties de vidéos YouTube, nos épisodes de podcast et bien sûr le psychobook en cours de lecture. On le précise parce que avant on ne précisait pas tout ça et il y avait des gens qui nous disaient mais en fait vous publiez de partout, on ne sait plus où vous trouver. Donc là vous avez dans la lettre psy toutes les publications qui viennent de sortir. Alors autre bonus aussi, nos abonnés à la lettre psy reçoivent nos offres exclusives lors de la sortie de nos ateliers en ligne, car quand on sort un nouvel atelier pendant 15 jours, il y a une réduction proposée. Pour s'abonner, ça prend que quelques secondes, il vous suffit d'aller sur notre site internet catherinelapsy.com et Fabien va vous mettre le lien en description. Voilà, il vous reste plus qu'à mettre pause dans la vidéo, à vous inscrire et je continue le débrief des bouquins. Le psychobook de juillet-août 2025. Alors le psychobook de juillet-août, c'était l'approche transdiagnostique en psychopathologie. Alors Fabien m'a foutu le bordel dans les bouquins, il est tout en bas. Et c'est un ouvrage qui est collectif, qui a été publié en 2016 et écrit par plusieurs chercheurs et chercheuses et cliniciens et cliniciennes françaises, suisses et américaines. C'est un livre qui propose une autre manière de penser la psychopathologie, en dehors des catégories habituelles du DSM, et ça évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Alors je vais commencer par ce que j'ai aimé. Déjà, c'est un livre scientifique et documenté, comme d'habitude, ça me plaît, donc à nouveau, on a plein de pages comme ça, avec toutes les recherches sur lesquelles s'appuient ces théories. Et sinon, vous me connaissez, je vous l'aurais même pas proposé au vote. Et l'approche transdiagnostique, ça n'est pas une approche de psychothérapie, mais c'est vraiment une façon de concevoir les troubles mentaux qui s'inscrivent dans la recherche actuelle. Et surtout, cette approche-là, elle se base sur ce qu'on appelle les facteurs communs, c'est-à-dire tout ce qui, au-delà des écoles de pensée, contribue réellement au changement. Et c'est une vision qui me parle beaucoup parce que c'est aussi notre manière de penser avec Fabien. Évidemment, connaître un diagnostic peut aider à s'orienter, surtout dans le cadre médical. Et pour nous, c'est vraiment important que les psychologues, les psychothérapeutes et les psychopraticiens et psychopraticiennes connaissent les diagnostics, parce que si on les connaît pas, on va avoir des difficultés à travailler avec le monde médical. Mais en psychothérapie, par contre, ce qui compte avant tout, quand on reçoit nos clients, clientes, patients, patientes, ce sont surtout les processus psychologiques sous-jacents. Ce ne sont pas les étiquettes diagnostiques qui, elles, servent surtout à des prises en charge soit médicamenteuses, soit en institution. Et c'est là que l'approche transdiagnostique, elle rejoint la thérapie centrée sur les émotions. En fait, toutes les deux ont des approches qu'on appelle processuelles.
Ça veut dire qu'il s'intéresse à comment la souffrance fonctionne plutôt qu'à quelle case elle remplit. Et si vous voulez en savoir plus sur cette façon de travailler, vous pouvez aller voir notre atelier Créer vos plans de traitement. Alors là, il est vraiment destiné seulement aux professionnels de la question, mais en tout cas, on y détaille pas mal tout ça et ce que sont les facteurs communs et comment les mettre en œuvre quand vous menez vos thérapies. Alors le livre initie aussi un débat passionnant sur les limites du DSM et de la CIM, qui sont des manuels dont on se sert pour faire du diagnostic en santé mentale, en montrant à quel point les catégories de diagnostic, elles sont arbitraires. Et puis vous savez que ce sujet, moi, c'est mon dada, même si globalement, ça n'intéresse que moi et que tout le monde s'en fout, qu'on soit en train de venir à une approche processuelle par rapport à l'ancienne approche catégorielle. Mais bon, je vous le dis quand même parce que moi ça m'intéressait. Il y a par exemple ce chiffre incroyable. En fait, il existerait 227 combinaisons possibles pour obtenir un diagnostic de dépression majeure dans le DSM-5. Alors bon, les personnes qui ne sont pas professionnelles de la question, là, vous allez peut-être rien comprendre, mais pour les personnes qui sont professionnelles, vous vous rendez compte combien les catégorisations du DSM, en fait, sont problématiques quand on veut vraiment faire du diagnostic. Et il paraît qu'il y aura même plus de 14 000 combinaisons possibles pour la dépression majeure si on associait tous les symptômes possibles qui sont décrits dans le DSM. Hallucinant. En tout cas, quand je vous dis ça, ça explique pourquoi moi je m'intéresse beaucoup à l'évolution de ces manuels diagnostiques. Bon, mais je m'arrête là parce que je sens que je vais saouler tout le monde sinon. En tout cas, je trouvais que c'était un rappel très utile parce que ça nous rappelle que la psychologie n'est pas une grille rigide, mais c'est un continuum d'expériences humaines où le normal et le pathologique, ils se mélangent souvent. Donc nous, en thérapie, on doit faire avec ça aussi cette complexité. Alors dans le bouquin, j'ai aussi apprécié les passages sur l'analyse fonctionnelle, sur les processus cognitifs et comportementaux, et sur les notions comme la flexibilité psychologique qui explique pourquoi certains patients avancent plus vite que d'autres. Alors, si je devais résumer, c'est un livre très intéressant, très sérieux, mais aussi très technique. Et par moments, même moi qui suis un petit peu portée sur la technique et un peu obsessionnelle, j'ai trouvé ça très dense, presque trop universitaire, et surtout sur la fin quand les auteurs passent en revue les catégories du DSM une par une. Mais bon, pour celles et ceux qui s'intéressent à la recherche en psychopathologie ou qui veulent comprendre la logique du processus plutôt que du diagnostic, c'est une lecture qui est vraiment enrichissante. Donc, à vous de voir si ça vous tente. Le Psychobook de septembre-octobre 2025. Alors pour septembre-octobre, vous aviez voté pour le livre Clinique des expériences exceptionnelles de Thomas Rabeyron. Alors, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est un chercheur qui a notamment travaillé sur l'évaluation des psychothérapies, y compris les psychothérapies d'inspiration psychanalytique. Et je vous conseille d'ailleurs son article sur le sujet parce que c'est un texte qui, à l'époque où je l'avais lu, il y a plusieurs années, m'avait permis d'être un peu moins sévère envers la psychanalyse. En fait, moi, j'ai fait mes études dans une fac très psychanalytique, si vous ne me connaissez pas et que vous ne m'avez jamais entendu en parler, et c'est une approche qui me parle, mais pas du tout, voire qui m'avait même mise en colère sur certains aspects pendant mes études. Mais ce texte de Rabeyron m'avait permis de nuancer un peu. Alors ça m'a pas fait aimer la psychanalyse, mais disons que je m'énerve moins dessus aujourd'hui. En tout cas, ce livre-là, Clinique des expériences exceptionnelles, il s'intéresse à des phénomènes comme les expériences de mort imminente, la télépathie, la sortie hors du corps ou encore la paralysie du sommeil. Et il paraît que la moitié de la population environ aurait vécu au moins une de ces expériences dans sa vie, donc c'est pas si rare. Donc l'idée ici, bien sûr, c'est pas de pathologiser ces vécus, mais de comprendre comment on accompagne les personnes quand ces expériences deviennent source de souffrance et qu'elles viennent en thérapie. Alors moi, je pensais au départ que le livre allait surtout présenter des études sur ces phénomènes, mais en réalité, il s'intéresse plutôt à la manière dont on accueille et on travaille avec les patients qui ont vécu ça. Et c'est visiblement issu de la thèse de Thomas Rabeyron, et c'est donc écrit de manière très universitaire, mais globalement, ça peut être accessible si on a déjà un peu l'habitude de la littérature scientifique. Le livre retrace l'histoire de la perception et des expériences dans la psychologie et la psychopathologie, et il consacre beaucoup de pages à la définition précise de ce dont on parle. Il prend aussi le temps d'écarter certaines hypothèses classiques, par exemple que ces expériences seraient forcément liées à un déficit cognitif, à une marginalité sociale ou à un truc psychiatrique, si, il y a des gens qui pensent ça. Et il reconnaît que certaines pathologies ou certains traumatismes peuvent aussi favoriser ces expériences-là, mais il insiste vraiment sur le fait qu'elles ne sont pas forcément pathologiques en soi. Ça, c'est très important. Et c'est une approche intéressante, mais je dois dire que j'ai trouvé le texte parfois un peu trop psychanalytique à mon goût. Il y a beaucoup de références des auteurs comme Roussillon, Caès ou Bion, que vous connaissez si vous êtes familier ou familière de la psychanalyse, et personnellement, après les avoir beaucoup étudiés à la fac, moi clairement, c'est pas ma came. Et du coup, j'aurais aimé qu'il y ait plus de références récentes ou issues d'autres courants, mais bon, en tout cas, si vous aimez les références psychanalytiques, ce livre, il devrait vous parler. Cela dit, là je suis un peu en train de critiquer, mais j'ai trouvé quand même certains passages très intéressants, notamment sur le lien possible entre ces expériences et le traumatisme, avec des explications neuropsychologiques sur les modifications de perception sensorielle que ça peut créer quand on a vécu des traumatismes, et du coup mener à ces expériences. Et globalement, j'ai trouvé que le livre restait plus dans le pourquoi que dans le comment, ce qui m'intéresse moi en général. J'ai plutôt envie de savoir ce qu'on en fait avec les patients, comment on aide concrètement les patients, plutôt que d'élaborer des théories. Du coup, je l'ai pas terminé, je me suis arrêtée à la page 150, ce qui est pas tant que ça, parce que c'est un gros bouquin qui fait 363 pages. En tout cas, si vous êtes sensible à la psychanalyse, je pense que ce livre peut vraiment vous plaire.
Mais si comme moi vous êtes plutôt du côté des approches scientifiques et humanistes, vous risquez de rester un peu sur votre faim. En revanche, je recommande toujours vivement les articles de Thomas Rabeyron qui sont, eux, beaucoup plus accessibles et très bien sourcés. Enfin, cela dit, le livre est très bien sourcé aussi. C'est juste que les références ne me correspondaient pas à moi. 2 livres bonus. Alors, les 2 livres que je vais vous présenter maintenant, c'est pas des psychobooks. Donc le premier dont je vais vous parler, donc c'est pas un psychobook, mais j'avais envie de vous en parler parce qu'au premier abord, il a pas l'air d'avoir un lien avec la psychologie ou la psychopathologie, et pourtant, vous allez voir qu'il en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors le premier dont je vous parle, ça s'appelle « Que ton mouvement soit ton médicament » et il a été écrit par Cathy Bauman et il est paru en 2022. Alors si vous suivez nos podcasts ou si vous lisez la lettre psy, vous savez qu'on parle souvent du lien entre santé mentale et activité physique parce qu'il y a pas mal d'études là-dessus. Et quand je dis activité physique, je parle pas forcément de sport, je parle de mouvement, donc c'est-à-dire bouger son corps dans la vie quotidienne, se remettre en mouvement de plein de façons différentes. Et puis je vous en parle aussi parce que comme vous le savez, si vous êtes là depuis un moment, j'ai un TDAH qui ne m'aide pas du tout, mais alors pas du tout à me motiver pour bouger, parce que dans ma personnalité, je suis pas très fan de sport, donc comme vous le savez, le TDAH a du mal à faire des choses qui ne lui plaisent pas, et donc le sport c'est vraiment une problématique pour moi. Je me force à en faire parce que c'est bon pour ma santé, mais si je pouvais passer toutes mes journées dans un canapé, vraiment je le ferais. Alors c'est assez ironique, je conseille le mouvement à mes patients, et dans ma propre vie, c'est une lutte permanente pour rester régulière, donc j'essaie de trouver des choses qui me motivent vraiment, et ce livre, il en fait partie. Du coup, je trouve que ça a quand même un lien avec la thérapie. Et honnêtement, je l'ai trouvé super bien foutu. Et je l'ai fini celui-ci, j'ai tout lu. J'ai même pris des petites notes pour me faire des petits exercices. Alors déjà, il est hyper motivant quand on a du mal à s'y mettre comme moi, et on comprend très vite pourquoi c'est important, mais surtout, on comprend qu'on n'a pas besoin d'y passer 5 heures par jour, ce qui, personnellement, m'a déjà mis un peu de baume au cœur. L'un des concepts que j'ai préféré dans le livre, c'est cette idée de variété aussi. L'autrice, elle insiste énormément là-dessus. La variété des mouvements, c'est la base. Pas toujours faire les mêmes exercices, pas toujours répéter les mêmes schémas, c'est hyper important. Le corps a besoin de diversité, a priori, un peu comme l'esprit quoi. Bon, évidemment, il y a des références scientifiques, sinon je vous en parlerai pas. Mais surtout, il y a plein d'exercices concrets, simples, courts, faisables, donc bref, tout pour me plaire. Un autre point qui m'a beaucoup parlé, c'est l'idée que nous ne sommes pas tous égaux face au mouvement. On n'a pas tous la même mobilité, les mêmes douleurs, le même passé corporel, ni les mêmes capacités du moment. Donc forcément, les mêmes exercices ne conviennent pas à tout le monde. Et ça rejoint complètement la psychothérapie. On a des techniques, mais on ne peut jamais les appliquer de la même manière à tout le monde en thérapie. Et d'ailleurs, dans nos ateliers, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On vous explique des outils et ensuite on vous apprend à vous les approprier pour que ça ait du sens pour vous. Et le mouvement, c'est pareil. Il n'y a pas de recette unique. L'important, c'est vraiment d'apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, comprendre ce qui fonctionne ou non pour vous, et ajuster les règles générales à votre propre corps. Donc voilà, si vous êtes comme moi, que vous savez que bouger vous ferait du bien, mais que la motivation n'est pas toujours là, ce livre, ça peut être un très bon compagnon. Il déculpabilise, il explique bien, il motive sans injonction, et il donne des outils simples pour se remettre en mouvement à son rythme. Donc personnellement, je le recommande à 1000%. Et on va terminer cette vidéo avec un livre qui m'a beaucoup intéressée, même si, je vais être honnête, il m'a pas toujours parlé. Alors, il s'agit du grand livre de la supervision sous la direction d'Émilie de Vienne, et il est paru en 2010. Si vous me suivez un peu, vous savez que je prends, mais aussi que je donne des supervisions et que j'aime lire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de livres sur le sujet. Et souvent, ils sont très orientés psychanalyse. Alors, je peux toujours en tirer des choses, mais le corpus théorique psychanalytique, c'est pas vraiment quelque chose qui me parle. Donc parfois, c'est un peu sportif pour moi. Mais j'avais quand même envie de me plonger dans celui-là. Déjà, ça m'a permis de réfléchir à ma propre posture de superviseur. Parce que même si j'étais pas d'accord avec certaines choses qui étaient dites dans le livre, ça m'a aidé à clarifier ce que moi je voulais faire, comment je veux accompagner mes supervisés, ce que je veux proposer, et ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est pas toujours grave si je suis pas d'accord avec ce que dit un auteur ou une autrice, en fait, tant que ça me fait réfléchir, ça me suffit. Ce livre-là, il propose aussi des exemples concrets, ce qui est toujours utile, et il rappelle quelque chose d'important, la supervision, ce n'est pas réservé aux psychologues. La supervision, en fait, ça devrait concerner toutes les personnes qui accompagnent d'autres êtres humains. C'est une des thèses des auteurs de ce livre et vraiment je la partage. Les coachs, les travailleurs sociaux et même toute situation où on est seul face à quelqu'un et qu'on doit l'aider, à mon sens, nécessite des supervisions de temps en temps. Chacun et chacune va choisir sa fréquence, mais je pense que c'est important qu'on ne soit pas seul face aux personnes qu'on reçoit et qu'il y ait quelqu'un qui puisse voir un petit peu de temps en temps ce qu'on fait pour qu'on puisse continuer à progresser. C'est de la formation continue finalement. Puis ce qui est important, c'est aussi de voir que la supervision, c'est pas un contrôle, c'est pas un devoir, c'est pas censé être un endroit où vous êtes évalué. C'est censé être un espace où quelqu'un prend du recul pour vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes plongé dans l'interaction. Et c'est normal, dès qu'on travaille avec l'humain, on a forcément des résonances. Donc le livre, là, il explique aussi très bien la différence entre supervision et thérapie. En fait, en supervision, on peut aborder des choses personnelles, mais on va pas les explorer comme en thérapie. On va les nommer pour comprendre comment elles s'invitent dans nos séances et comment elles influencent notre manière d'accompagner. Et puis, selon les styles de supervision, la frontière entre thérapie et supervision va être plus ou moins poreuse.
Moi par exemple, je préfère qu'elle soit assez claire la frontière. J'ai vécu des supervisions où on frôlait la thérapie et c'est pas forcément ce que je recherche, donc c'est pas non plus nécessairement ce que je propose. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça pourrait être différent. Donc ce qui est important, c'est qu'il fait réfléchir en fait sur la posture qu'on veut avoir en tant que superviseur et aussi à ce qu'on peut rechercher chez un superviseur quand soi-même on veut être en supervision. Bon, je vais pas vous mentir quand même, pour moi il y a beaucoup trop de références psychanalytiques là-dedans aussi. Au bout d'un moment, c'était trop de références à Mélanie Klein, Didier Anzieux ou René Roussillon, donc je me suis arrêtée autour de la page 116, c'est-à-dire là à peu près à la moitié. Mais les questionnements que j'ai trouvés m'ont quand même aidé à ajuster encore plus mon cadre, que ce soit dans mes supervisions individuelles ou mes supervisions de groupe. Ce bouquin rappelle aussi quelque chose d'important, la supervision c'est pas la même chose quand on est débutant ou débutante ou expérimenté. En fait, quand on débute en tant que psy, on vient souvent chercher des choses de l'ordre de la légitimité ou des repères techniques. Mais les personnes expérimentées, elles viennent plutôt comprendre pourquoi elles se retrouvent bloquées dans une situation, alors qu'en théorie, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir ne pas être bloquées. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une résonance, bien sûr. Donc dans les supervisions avancées, c'est plutôt ce qu'on va travailler. Donc avec les personnes expérimentées, on va moins travailler sur la technique et plus sur la relation à la situation. En résumé, là aussi, si vous aimez vraiment l'approche psychanalytique, ce livre peut être très riche, surtout si vous êtes superviseur ou que vous voulez le devenir. Si ce n'est pas votre cadre, il y a des choses à prendre et d'autres qui vous parleront moins, comme pour moi. Mais ça reste un ouvrage qui ouvre des questions importantes sur l'identité professionnelle, sur la manière dont on accompagne et sur ce qu'on attend aussi d'une supervision, qu'on soit superviseur ou supervisé. Et du coup, si vous connaissez des livres sur la supervision qui ne soient pas d'orientation psychanalytique, vraiment dites-moi parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors en conclusion, voilà pour ce petit tour de nos dernières lectures psy. Comme vous l'avez vu, on a parcouru des terrains assez différents, depuis la thérapie centrée sur les émotions, en passant par l'approche transdiagnostique, la clinique des expériences exceptionnelles, le rapport entre mouvement et santé mentale et la supervision. Ce sont des ouvrages qui sont très variés, mais qui ont tous en commun d'être un peu techniques et de nourrir notre pratique et notre manière de réfléchir à la psychologie, loin des recettes toutes faites. Si l'un de ces livres vous a parlé plus qu'un autre, n'hésitez pas à le noter en commentaire. C'est aussi comme ça que le Psychobook vit, comme un espace de réflexion collective où on lit ensemble, on débat, on n'est pas toujours d'accord, mais on avance. Et si vous avez lu certains de ces ouvrages, vos retours d'expérience peuvent vraiment aider les autres à s'orienter aussi. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est probablement que la vidéo vous a plu, donc pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a été utile et éventuellement à la partager à des collègues, des amis ou des proches que ces sujets pourraient intéresser. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous retrouverez dans la description, comme je vous disais en début de vidéo, le lien vers le pack gratuit sur l'estime de soi, la lettre psy aussi, le podcast, ainsi que nos différents ateliers, dont celui sur l'estime de soi dont je vous parlais au début de la vidéo. Merci encore pour votre soutien, pour vos messages, vos achats d'ateliers et tous les commentaires que vous laissez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à créer du contenu gratuit, indépendant et le plus rigoureux possible. Prenez soin de vous, bonne lecture et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Psychobook ou une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catherine la Psy.